Une route disparaît sous la poussière, un vieux relais d'essence surgit au milieu de nulle part, et une famille croit encore qu'elle a simplement pris un mauvais raccourci. C'est avec cette banalité presque irritante que The Hills Have Eyes, le remake réalisé en 2006 par Alexandre Aja, fait entrer les Carter dans le désert du Nouveau-Mexique. Ils ne viennent pas chercher l'aventure. Ils traversent le pays pour célébrer les noces d'argent de Bob et Ethel, et pour rejoindre la Californie avec les enfants, le gendre, un bébé, une caravane et 2 chiens. Leur erreur n'a rien d'héroïque. Elle tient à quelques kilomètres gagnés sur une route indiquée par un inconnu. Mais ici, le désert n'est pas vide. Il a été rempli d'un passé que personne ne veut plus regarder. Le titre promet des collines, et le premier réflexe serait de les voir comme un décor hostile. Pourtant, leur fonction est plus précise. Elles cachent des tunnels, des ruines et des gens que les autorités ont abandonnés à la marge d'un territoire contaminé. Les Carter, eux, arrivent avec tout ce qui les définit. Une famille bruyante, des habitudes très ordinaires, des tensions sans gravité apparente. Bob est un ancien policier de Cleveland, sûr de son jugement et fier de tenir le volant. Ethel cherche surtout à ce que chacun trouve sa place. Leur fille Lynn voyage avec Doug, son mari, et leur petite Catherine. Brenda, la plus jeune des filles, porte son irritation comme une armure. Bobby, le fils adolescent, passe d'une provocation à l'autre. À l'intérieur du véhicule, chacun parle fort, chacun a une opinion. Et personne n'imagine que ces petites frictions vont bientôt devenir un luxe. La mise en place prend le temps de les laisser exister ensemble. Bob aime décider. Doug hésite davantage, ce qui fait de lui la cible facile des sarcasmes de son beau-père. Lynn calme les jeux d'ego, attentive à Catherine avant tout. Brenda voudrait être ailleurs, loin de ce voyage familial dont elle ne mesure plus vraiment le sens. Bobby préfère ses chiens à l'ambiance dans la caravane. Beauty et Beast courent autour des adultes, insouciants, comme si le paysage entier leur appartenait. Cette présence animale compte parce qu'elle donne à la famille une alarme que les humains n'ont pas. Les chiens sentent ce que les Carter refusent encore de sentir. Ce lieu ne se contente pas d'être isolé. Le relais où ils s'arrêtent semble déjà tenir par habitude. Une pompe? Une boutique pauvrement éclairée, un vieil homme derrière son comptoir. Le pompiste ne menace personne, il ne force rien. Il suggère un itinéraire secondaire dans les collines, une piste qui ferait gagner quelques heures. C'est justement ce qui rend la scène dérangeante. Le danger ne prend pas la forme d'un piège spectaculaire. Il arrive sous la forme d'un renseignement plausible, donné avec la lassitude d'un homme qui sait ce qu'il envoie vers la route. Bob n'écoute pas vraiment les réserves de Dog. Il veut avancer, prouver que le trajet est maîtrisé, et la famille repart. Quelques minutes plus tard, la route cesse d'être une promesse de vitesse. Une bande hérissée de pointe attend sous le sable. Les pneus éclatent, le véhicule tire la caravane dans une embardée, et le convoi finit couché au bord de la piste. Personne n'est immédiatement gravement blessé. C'est presque pire. Ils ont encore le temps de croire qu'il s'agit d'un accident gênant, qu'un dépannage ou un autre automobiliste résoudra tout. Bob regarde autour de lui, aperçoit seulement des montagnes ocres et l'immensité sèche. La panne les immobilise, mais le piège a surtout réussi une autre chose. Il les a placés exactement là où personne ne les verra. La première décision importante paraît logique. Bob part chercher de l'aide dans une direction, Doug dans l'autre. Les adultes pensent multiplier leurs chances. En réalité, ils divisent leurs forces. Ethel reste près de la caravane avec Lynn, Brenda, Bobby, Catherine et les chiens. Le film ne transforme pas cette séparation en énigme compliquée. Elle est la conséquence immédiate d'un accident et d'une confiance encore intacte dans le monde extérieur. Le groupe agit comme une famille en difficulté sur une route. Les hommes valides partent, les autres gardent l'enfant et attendent. Ce geste ordinaire ouvre toutes les brèches dont les habitants des collines ont besoin. Bob reprend la direction du relais. Il marche longtemps dans une lumière blanche, sans eau suffisante, sans autre point de repère que la route. Son ancien métier lui a appris à regarder, mais il n'a aucune juridiction ici. Aucun collègue, aucune radio, aucune porte derrière laquelle appeler du secours. Le contraste est cruel. À la maison, son caractère pouvait passer pour de l'autorité. Dans le désert, il devient une forme de déni. Il avance parce qu'il faut avancer, mais aussi parce qu'admettre qu'il a conduit sa famille dans un piège reviendrait à perdre ce qui le définissait. Doug, lui, marche vers ce qu'il pense être l'autoroute. Il veut faire ce qu'attend de lui la famille de Lynn, même si Bob lui a toujours laissé entendre qu'il n'était pas assez solide. Le désert met cette rivalité à nu sans la commenter. Les deux hommes cherchent de l'aide, mais pour des raisons intimes différentes. Bob tente de reprendre le contrôle. Doug tente de le mériter. Pendant ce temps, Lynn reste près de la caravane avec un bébé dans les bras, et cette immobilité devient une menace. Ils ne sont pas seulement coincés. Ils attendent de savoir quelle forme prendra ce qui les observe. Beauty s'éloigne soudain. Bobby, qui s'est disputé avec les autres et cherche son chien, part vers les collines. Le garçon avance entre les rochers, appelle, écoute un aboiement qui ne revient pas.
Il découvre alors Beauty morte. L'image ne sert pas à détailler la violence. Elle change la nature de la journée. Jusqu'ici, une famille est tombée en panne. À partir de cet instant, quelqu'un les chasse. Bobby recule, paniqué, et essaie de rejoindre la caravane. La pente le fait tomber. Il se cogne, perd connaissance, et se retrouve seul dans un endroit où il ne peut plus ni fuir ni prévenir les autres. Ce qui arrive à Bobby introduit une fissure inattendue dans le camp adverse. Ruby, une jeune femme née parmi les habitants des collines, le découvre avant son frère Gogol. Elle ne ressemble pas aux autres par sa violence ou par son goût de la chasse. Elle est effrayée, mais elle protège Bobby en silence. Cette protection ne la transforme pas immédiatement en sauveuse. Elle n'efface pas le monde dont elle vient. Elle établit seulement qu'au milieu de cette famille de prédateurs, quelqu'un sait encore reconnaître la vulnérabilité d'un enfant. Le récit aura besoin de cette possibilité plus tard, lorsque les survivants ne pourront plus compter sur aucune aide venue de la route. Au relais, Bob découvre que le pompiste n'a pas seulement conseillé la mauvaise direction. Des coupures de journaux parlent de disparitions dans la région. Des objets appartenant à des voyageurs sont entassés comme les restes d'une longue série de vols. Bob comprend alors que les pneus n'ont pas crevé par hasard et que l'homme devant lui sait depuis longtemps ce qui se passe dans les collines. Le vieillard ne cherche pas à se défendre. Il ne prétend pas être innocent. Acculé, il se donne la mort avant que Bob puisse obtenir une réponse complète. Il laisse derrière lui une vérité fragmentaire. Des familles ont disparu, ici, et les institutions qui devraient protéger cette zone ont depuis longtemps cessé de s'y intéresser. Les journaux évoquent aussi les essais nucléaires qui ont touché une ancienne zone minière. The Hills of Eyes ne réduit jamais ses agresseurs à une pure créature sortie de la Terre. Leur existence est liée à une violence plus vaste, administrative, militaire, presque abstraite. Des personnes ont été utilisées, déplacées, exposées, puis oubliées. Cette origine n'excuse rien de ce qu'elles font aux Carter, elle donne seulement au désert une histoire. La famille ne tombe pas sur un mal mystérieux par hasard. Elle entre dans une région où une catastrophe humaine a été rangée hors de la vue du pays. Bob tente de partir dans un véhicule abandonné. Le geste est pressé, maladroit, et il échoue presque aussitôt. Papa Jupiter, le chef du groupe, surgit avec une force qui écrase toute idée de négociation. Bob est capturé. Le père qui voulait aller chercher du secours disparaît à son tour, et la famille ne le sait pas encore. Le désert commence ainsi à manger les Carter par morceaux, en transformant chacune de leurs solutions en occasion de les isoler davantage. Près de la caravane, Brenda finit par retrouver Bobby. Il est blessé, confus, et sa parole a la texture du cauchemar. Il a vu Beauty, il a aperçu des silhouettes, il sait que quelque chose vit dans les collines. Les autres veulent l'écouter, mais ils n'ont pas le temps de reconstruire le récit. Bobby n'apporte pas une explication. Il apporte la panique brute d'un garçon qui a compris trop tôt. Brenda, jusque-là tenue à l'écart par son propre cynisme, devient la première à le croire vraiment. Elle ne possède aucune solution, mais elle accepte que la menace soit réelle au moment où les adultes cherchent encore à maintenir une apparence de calme. Doug atteint enfin l'extrémité de la piste. Au lieu de l'autoroute, il trouve un immense cratère encombré de carcasses de voitures, de bagages et de traces de vie arrêtées. Le lieu répond à sa recherche d'aide avec une réponse terrible. Tous ceux qui se sont aventurés ici ont pu disparaître de la même manière. Aucun téléphone ne sonne, aucun poste de police ne se profile à l'horizon. Ce paysage est un cimetière sans pierre. Il dit à Doug que l'erreur ne consiste plus à attendre une voiture de passage. L'erreur, maintenant, serait de croire qu'il reste une sortie simple. Il repart vers les siens alors que la lumière tombe. L'obscurité change le relief. Les rochers ne forment plus un horizon, mais des cachettes. Les membres de la famille se regroupent autour de la caravane, chacun avec une inquiétude qu'il ne sait pas encore formuler. Bob manque. Doug revient sans secours. Bobby raconte ce qu'il a vu. Lynn serre Catherine avec plus de force. Ethel tente de garder une voix stable. Et dans les collines, les habitants du désert ont déjà choisi leur méthode. Détourner les regards, entrer par l'ombre, et frapper la famille au moment où elle se croit enfin réunie. Le plan des assaillants ne repose pas sur une charge aveugle. Il dépend de cette dispersion que les Carter ont créée sans le vouloir. Papa Jupiter garde Bob à sa merci. Pluto et Lizard se rapprochent de la caravane. Gogol surveille. Chacun reçoit une place dans une opération où la violence a été pensée comme un moyen de déplacer les corps et d'empêcher les survivants de se retrouver. Cette organisation donne aux collines un caractère plus sinistre encore. Les habitants ne sont pas un phénomène soudain qui éclate au hasard. Ils connaissent le terrain, les accès, les habitudes de leur proie. Ils attendent la seconde précise où le groupe est assez effrayé pour devenir prévisible. Bob est conduit sur une hauteur visible depuis le camp. Il comprend qu'il a été pris pour attirer les autres dehors. Il tente de résister, de gagner du temps, de rester un père capable de protéger les siens même lorsqu'il ne peut plus les atteindre. Papa Jupiter le transforme pourtant en signal. Une grande flamme s'élève dans la nuit.
Depuis la caravane, la famille voit le feu sans savoir exactement ce qui s'y joue. Ethel et Lynn courent dans cette direction, persuadées que Bob appelle à l'aide. La décision est instinctive et terrible. Elles quittent la seule position où elles pouvaient encore surveiller Brenda, Bobby et Catherine. Au même moment, Pluto et Lizard pénètrent dans la caravane. L'espace qui semblait offrir un abri devient une boîte étroite sans issue. Brenda se retrouve seule avec Catherine. L'agression qu'elle subit est traitée sans complaisance. Le film montre une attaque destinée à terroriser, à humilier et à enlever toute illusion de sécurité, sans en faire un spectacle de détails. Brenda survit, mais la scène la laisse figée dans une incapacité qui n'a rien de lâche. Son corps vient d'être utilisé comme une arme contre elle et contre sa famille. Dans l'autre pièce, le bébé est le véritable objectif. Les assaillants veulent Catherine parce qu'elle représente une continuité possible, une enfant encore intacte dans un monde qui ne produit plus que la faim et la prédation. La diversion fonctionne si bien qu'elle rend la violence plus difficile à arrêter. Ethel et Lynn atteignent le feu et découvrent ce qu'il reste de Bob. Elles ne peuvent pas le sauver. Leur retour est déjà une course désespérée vers une maison qu'elles ne reconnaissent plus. Lizard les attend. Il tire sur les deux femmes, puis s'empare de Catherine et s'enfuit avec Pluto. Il ne reste presque rien de l'organisation familiale qui existait quelques minutes plus tôt. Bob est perdu. Lynn et Ethel sont mortellement blessés. Brenda est anéantie. L'enfant a disparu. Et les deux hommes qui devraient revenir avec de l'aide ne sont pas là pour voir la catastrophe commencer. Cette nuit est le centre de gravité du récit. La famille ne perd pas seulement plusieurs des siens. Elle perd le rôle qui donnait à chacun une place simple. Ethel n'est plus celle qui rassemble. Bob n'est plus celui qui décide. Lynn ne peut plus protéger sa fille. Brenda ne peut plus être l'adolescente qui ironise sur tout. Doug ne peut plus prétendre que son unique tâche est de trouver une sortie. Le film pousse ses personnages vers un territoire où les identités confortables n'ont plus de valeur. Il ne leur laisse que des gestes immédiats. Rester vivant, sauver l'enfant, empêcher la prochaine attaque. Doug et Bobby reviennent trop tard. Leur arrivée ne déclenche pas une confrontation héroïque, seulement un inventaire impossible. Ethel et Lynn peuvent encore parler, mais leur force diminue. Bobby découvre la mort de son père et la disparition de sa nièce dans une même respiration. Doug comprend que Catherine a été emmenée, et tout ce qu'il pensait devoir accomplir auparavant devient secondaire. Il ne cherche plus une station-service, une route ou un téléphone. Il cherche une petite fille que les assaillants ont emportée dans des collines dont il ignore chaque passage. Lynn meurt en demandant à Doug de ramener Catherine. La phrase n'a pas besoin d'être longue pour devenir le moteur du dernier mouvement. Doug n'est pas transformé, à cet instant, en combattant invincible. Il est encore un homme choqué, fatigué, honteux de ne pas avoir été là et terrifié par ce qu'il devra traverser. Mais la demande de Lynn ferme toutes les alternatives. Partir serait survivre sans répondre à la seule chose qui compte désormais. Attendre serait accepter que l'enfant disparaisse dans le réseau souterrain des agresseurs. Doug prend donc la direction des collines, non parce qu'il croit pouvoir gagner, mais parce qu'il ne peut plus vivre avec l'idée de ne pas essayer. Avant son départ, une résistance minuscule se produit près de la caravane. Gogol reste en arrière pour observer les survivants. Beast, le chien que tout le monde croyait perdu dans la confusion, le surprend. Le combat est bref et sauvage. Gogol est tué. Ce geste ne remet pas les Carter à égalité avec leurs ennemis, mais il déplace une chose essentielle. La famille n'est plus seulement une cible. Même dans l'état où elle se trouve, elle peut infliger une perte à ceux qui la chassent. Beast n'agit pas comme une créature miraculeuse. Il agit comme un animal attaché au sien, devenu capable de reconnaître l'odeur et le danger. Le lendemain, le soleil revient avec une indifférence presque cruelle. Il n'y a plus de nuit pour cacher le désastre, plus de doutes sur ce qui s'est passé. Doug se prépare à partir avec Beast. Bobby reste auprès de Brenda et d'Ethel. Cette répartition inverse, exactement celle du début. Au départ, Bob et Doug avaient laissé les autres en sécurité supposée près de la caravane. Maintenant, Doug s'enfonce seul dans la zone ennemie, tandis que les survivants restants doivent défendre un camp ravagé sans même savoir si Ethel vivra assez longtemps pour voir le retour de Catherine. Doug suit les traces à travers des grottes et des pentes. Il n'a ni carte ni stratégie complète. Il avance en reliant des signes pauvres. Un passage emprunté, un bruit, la direction de ceux qui ont fui avec le bébé. Beast le guide autant qu'il le protège. Le chien connaît déjà l'hostilité du terrain, mais il est aussi la dernière présence de Bob auprès de Doug. Le gendre que Bob jugeait inutile se retrouve accompagné par l'animal du patriarche, comme si la protection de la famille avait changé de main sans cérémonie. La recherche l'amène vers une ancienne ville d'essais nucléaires. Les façades, les maisons factices et les objets abandonnés ne ressemblent pas à un village vivant. Ils composent un décor fabriqué pour mesurer les effets d'une explosion. C'est là que le film relie vraiment sa menace à l'histoire du lieu. Les Carter n'ont pas atteint un sanctuaire isolé par la nature.
Ils traversent un espace conçu par l'État pour expérimenter la destruction, puis laissés en ruine avec ceux qui ont subi cette décision. La caravane familiale et les maisons mannequins appartiennent à deux visions opposées du foyer. L'une transporte une vie ordinaire à travers le pays. L'autre imite la vie domestique pour voir comment elle brûle. Doug entre dans ce village parce que Catherine est devant lui. Mais chaque bâtiment lui rappelle que les habitants connaissent cette zone mieux que lui. Les couloirs sont des pièges possibles. Les caves s'ouvrent sur d'autres caves. Une porte peut donner sur une pièce vide ou sur un passage vers la montagne. Pour la première fois, le combat de Dog ne se joue pas seulement contre des personnes plus nombreuses. Il se joue contre un espace construit pour l'effacer. Il avance néanmoins, avec une obstination qui n'a plus besoin de convaincre Bob ni de répondre aux moqueries de Bobby. Il ne reste qu'une promesse faite à Lynn, et le fait que Catherine est encore quelque part devant lui. Big Mama le surprend et le met hors d'état de lutter. Doug se réveille enfermé dans une chambre froide, parmi les traces laissées par d'anciennes victimes. La découverte confirme que les disparitions trouvées dans les coupures de journaux ne formaient pas une légende locale. Elles étaient une chaîne. Chaque voiture dans le cratère, chaque sac abandonné, chaque objet que Bob avait vu au relais correspond à des voyageurs auxquels personne n'a rendu justice. Doug est sur le point de rejoindre cette collection silencieuse. La différence, cette fois, tient à ce qu'il ne cherche pas seulement à s'échapper. Catherine l'oblige à faire le chemin inverse, vers ceux qui l'ont pris. Il réussit à sortir de la chambre froide et retrouve Beast. Le danger ne disparaît pas parce qu'ils sont debout. Il devient plus proche. Dans les ruines, il croise Big Brain, un mutant capable de parler et de raconter ce qu'il sait de cette histoire. Il évoque les essais, les mines, les corps déformés et l'abandon qui a façonné cette communauté. La scène n'offre pas une explication qui laverait les crimes de Papa Jupiter ou de Lizard. Elle donne une voix à une rancœur héritée, à la certitude que le monde extérieur a créé ce cauchemar puis l'a caché. Doug entend cette vérité, mais il ne peut pas s'y arrêter. Sa fille est détenue par ceux qui ont fait de cette blessure une permission de détruire les autres. Pendant que Doug progresse dans les ruines, Catherine passe de main en main au centre même de la famille adverse. Le bébé n'a évidemment pas conscience du territoire dans lequel il se trouve. Sa fragilité suffit à rendre chaque déplacement insupportable. Lizard la traite d'abord comme un butin et un moyen d'affirmer sa place auprès de Papa Jupiter. Ruby, elle, regarde l'enfant autrement. Elle a vu Bobby sans défense, puis l'attaque contre la caravane. Elle sait que les Carter sont des intrus, mais elle voit aussi ce que les siens sont capables de faire quand aucune règle ne leur résiste. Sa désobéissance n'est moins d'un discours que d'une accumulation de gestes impossibles à accepter. Dans le village, Doug tombe sur Pluto. C'est l'homme qui a participé à l'intrusion dans la caravane et qui a emporté Catherine. La confrontation ne tient pas du duel élégant. Doug est blessé, mal préparé, et Pluto possède l'expérience du terrain. Pourtant, ce qui semblait être son désavantage devient aussi sa seule chance. Doug n'a plus aucune image à protéger. Il n'essaie plus de paraître capable. Il cherche à atteindre le prochain mouvement, à empêcher l'autre de se relever, à rester debout assez longtemps pour poursuivre. Il retourne l'arme de Pluto contre lui et le tue. La victoire est physique, brutale, sans triomphe. Elle ne répare rien. Elle retire seulement un obstacle entre lui et sa fille. Cette violence est l'une des transformations les plus dérangeantes du film. Au début, Doug est présenté comme un homme que Bob juge trop doux, trop indécis, trop peu adapté au rôle de protecteur. Dans le village, il devient capable de tuer. Mais le récit ne demande pas de l'admirer parce qu'il serait enfin devenu l'homme que son beau-père souhaitait. Son évolution n'est pas une promotion vers une virilité idéale. Elle est le prix d'une situation où la douceur seule ne peut plus empêcher la mort. Doug ne perd pas sa peur. Il apprend à agir avec elle, et cette distinction évite de faire de sa métamorphose une simple revanche masculine. Sist, un autre membre du groupe, surgit peu après. Doug le tue également, cette fois avec une arme récupérée. À chaque affrontement, le terrain lui retire un peu plus de sa distance morale. Il utilise ce qu'il trouve, comme les habitants des collines utilisent ce qu'ils prennent aux voyageurs. La différence reste décisive. Doug n'est pas en train de devenir l'un d'eux par goût de la chasse. Ses actes ont une direction précise. Il avance vers Catherine et essaie de quitter l'endroit. Le film laisse néanmoins cette contamination exister dans les gestes. Pour sauver sa fille, il doit employer la violence dans le monde de ceux qui lui ont imposé cette règle. Big Brain ne survit pas à cette phase du combat. Alors qu'il veut maintenir son contrôle sur Catherine, Beast l'attaque. Le chien qui avait déjà tué Gogol devient une force active dans le récit, non comme une arme dressée, mais comme un membre de la famille qui refuse de la laisser être dévorée. Sa présence rappelle que les Carter ont perdu Beauty très tôt, avant même de comprendre l'ampleur du danger. Depuis ce moment, Beast porte une part de cette première perte. Il n'efface pas la mort de l'autre chien, mais ses attaques empêchent les assaillants de garder l'avantage absolu.
Dans un film où les humains sont souvent séparés par les décisions des autres, l'animal est celui qui revient toujours vers les siens. La situation bascule aussi chez les survivants de la caravane. Ethel meurt de ses blessures, laissant Brenda et Bobby seuls, face à l'idée qu'un nouveau raid est possible. Ils n'ont pas de renfort, pas de véhicule en état de rouler, pas même une certitude sur le retour de Dog. Mais l'immobilité n'est plus une option. Bobby récupère ce qui peut servir dans les débris. Brenda, qui était paralysée la nuit précédente, reprend lentement contact avec la réalité de sa colère. Le film lui donne une trajectoire plus discrète que celle de Doug, mais tout aussi importante, elle ne se remet pas miraculeusement de ce qu'elle a subi. Elle choisit simplement de ne plus laisser cette violence décider seule de ce qu'elle fera ensuite. Tous les deux préparent un piège avec du matériel explosif trouvé près de la caravane. Ils ne savent pas exactement qui reviendra ni à quel moment. Ils savent seulement que Papa Jupiter les recherche. Le choix de rester en place ressemble d'abord à une faiblesse, puisque Brenda et Bobby n'ont nulle part où aller. Il devient progressivement une décision tactique. La caravane est détruite comme foyer, mais elle est encore un territoire qu'ils connaissent mieux que leurs ennemis. Ils y installent leurs pièges, attendent, et la peur cesse de les pousser uniquement vers la fuite. Papa Jupiter arrive. Il est immense, certain de son pouvoir, habitué à ce que les voyageurs s'effondrent sous la première attaque. Brenda ne le combat pas à la force. Elle déclenche le piège au moment où il entre dans la zone préparée. L'explosion le blesse et le désoriente, sans régler immédiatement le danger. Bobby et Brenda doivent encore se rapprocher de lui. Le geste décisif revient à Brenda, qui le tue avec une pioche. Cette mort est moins une vengeance spectaculaire qu'une reconquête élémentaire du droit de rester vivante. Brenda ne prononce pas une morale et ne trouve pas soudainement la paix. Elle abat l'homme qui incarne l'agression contre sa famille parce que, sans cela, il les abattra tous. Dans les collines, Ruby finit par prendre Catherine à Lizard. Elle fuit avec l'enfant avant que les autres puissent l'en empêcher. C'est le moment où son choix devient irréversible. Jusqu'ici, Ruby avait protégé Bobby dans l'ombre, puis observé la cruauté des siens. En prenant le bébé, elle ne se contente plus de refuser une violence. Elle aide directement ceux que sa famille considère comme une ressource à voler. Elle sait qu'elle deviendra une cible. Son courage est d'autant plus net qu'elle n'est ni armée comme Dog, ni protégée par un groupe. Elle court avec un enfant dans les bras à travers un terrain qu'elle connaît, mais que son propre frère connaît aussi. Doug retrouve Ruby avant de retrouver Catherine. Pendant une seconde, leur rencontre pourrait tourner à la méfiance absolue. Il reconnaît une habitante des collines. Elle voit devant elle l'homme qui vient de tuer plusieurs des siens. Pourtant, tous deux comprennent la même urgence. Ruby tend l'enfant. Doug se rapproche. Ce rapprochement ne se construit pas sur une confiance abstraite, mais sur la preuve matérielle de Catherine vivante. C'est le seul langage qui leur reste. Lizard les rattrape avant que l'échange puisse se conclure. La dernière lutte se joue à très courte distance. Doug affronte Lizard avec une arme prise plus tôt. Il parvient à le faire tomber, mais Lizard reste suffisamment vivant pour viser encore. Le danger est toujours là au moment même où Catherine semble sauvée. Ruby intervient. Elle se jette sur son frère et les entraîne tous les deux du haut d'une falaise. Le film ne transforme pas ce sacrifice en image consolante. Ruby n'est pas lavée de son passé, car rien ne permet de connaître exactement tout ce qu'elle a fait ou subi avant l'arrivée des Carter. Mais son dernier geste rompt la chaîne qui la liait à Lizard. Elle choisit l'enfant plutôt que le sang, et elle paie ce choix de sa vie. Doug récupère enfin Catherine. La scène est volontairement simple après les combats. Un père prend sa fille dans ses bras. C'est la réponse factuelle à la question qui organise toute la seconde moitié du récit. Catherine est vivante. Doug a tenu la promesse faite à Lynn. Mais cette victoire est entourée par un bilan qui interdit tout soulagement total. Lynn, Bob et Ethel ne reviendront pas. Beauty ne reviendra pas. Ruby, celle qui a rendu le sauvetage possible, ne reviendra pas non plus. Les survivants ne récupèrent pas leur famille. Ils sauvent ce qui peut encore être sauvé d'elle. Doug rejoint Brenda et Bobby. Papa Jupiter a été vaincu. Lizard a disparu dans le ravin. Beast est là. Les trois adultes et le bébé se retrouvent épuisés, couverts par l'expérience qu'ils viennent de traverser. Leur étreinte n'est pas une promesse que tout ira bien. C'est un arrêt minuscule, une permission de constater qu'ils sont encore ensemble. Le plan final refuse pourtant de fermer complètement le territoire. Dans les hauteurs, un mutant non identifié les observe à travers des jumelles. Cette présence confirme que Papa Jupiter et ses fils ne formaient pas toute la menace. Les collines restent habitées. Les survivants ont gagné leur sortie immédiate, pas la certitude que le danger a été éliminé. La fin est donc claire sur les événements et volontairement sombre sur l'après. Doug retrouve Catherine. Brenda et Bobby tuent Papa Jupiter. Lizard et Ruby meurent dans leur chute. Beast survit avec les Carter. Mais aucun sauvetage officiel ne vient les chercher à l'écran. Aucune institution ne répond aux disparitions que le désert accumule depuis des années.
Le dernier regard posé sur la famille rappelle que leur victoire n'efface pas le système qui les a presque détruits. Ils ont vaincu les personnes qui les poursuivaient au premier plan. Ils n'ont pas réparé le lieu, ni le passé qui a permis à ce lieu d'exister. Cette précision est importante parce que The Hills Have Eyes ne construit pas sa peur autour d'une énigme à résoudre au dernier moment. Les spectateurs savent assez tôt que les Carter ont été conduits dans un piège et que les collines abritent une communauté hostile. Le suspense naît plutôt de la question suivante. Qui sera encore capable de s'occuper des autres quand la famille aura perdu toutes ses protections habituelles? Le film répond à cette question en redistribuant les rôles. Doug, le gendre sous-estimé, devient celui qui traverse le territoire ennemi. Brenda, la fille qui semblait la moins prête à supporter cette expédition, survit et défend le camp. Bobby, enfantin au départ, apprend à rester utile au lieu de courir après le danger. Ruby, née du mauvais côté de la montagne, accomplit le geste le plus humain du dernier acte. Avant d'aller plus loin, il faut aussi revenir à la catastrophe initiale qui donne au désert son visage. Les habitants des collines ne sont pas simplement des silhouettes placées là pour fournir une succession d'attaques. Les journaux, le village de test et le récit de Big Brain composent un arrière-plan où des personnes sont exposées à des conséquences de la puissance nucléaire, puis soustraites au regard collectif. Le film n'est pas un dossier historique sur les essais du Nevada ou du Nouveau-Mexique. Il invente sa propre zone contaminée, mais il utilise ce vocabulaire réel de l'après-guerre pour donner au monstre une origine politique. La peur ne vient pas seulement de la nature déformée, elle vient de décisions prises loin du désert, par des gens qui n'auront jamais à regarder leurs effets de près. Cette origine doit cependant être maniée avec prudence. Dire que les habitants des collines sont des victimes ne suffit pas à les comprendre, et ne doit surtout pas servir à excuser leurs actes. Papa Jupiter, Lizard, Pluto et Gogol ont choisi de s'en prendre à des voyageurs, d'enlever Catherine et d'organiser la destruction d'une famille. Leurs gestes relèvent de la violence du récit, pas d'une conséquence mécanique qui les priverait de toute responsabilité. Ce que le film ajoute, c'est une question plus inconfortable. Que produit une société lorsqu'elle accepte que certains territoires et certaines vies deviennent des zones de sacrifice? Une fois que ces zones sortent des cartes visibles, le retour de violence paraît impossible à relier à sa source. The Hill Savise remet cette source au milieu du cadre. Le lieu de test donne à cette idée une forme très concrète. Les maisons factices reproduisent une vie américaine réduite à des signes. Un canapé, une cuisine, une chambre d'enfant, des façades trop propres. Elles ont été construites pour recevoir une explosion, non pour abriter quelqu'un. Quand Dog y entre, il traverse le reflet déformé de la caravane laissée plus loin sur la route. Les Carter avaient emporté avec eux une version mobile du foyer. Les repas, les disputes, le bébé qui dort, les animaux qui demandent à sortir. Dans le village, le foyer n'est plus qu'une expérience abandonnée. La comparaison n'a pas besoin d'être soulignée à chaque plan. Elle agit parce que Doug passe d'une famille détruite à des maisons qui n'ont jamais été destinées à être habitées. Le vieux pompiste prolonge cette logique. Il n'est pas le grand méchant, il n'a pas la puissance physique de Papa Jupiter, et pourtant son rôle est essentiel. Il représente la personne qui a survécu assez longtemps à côté de l'horreur pour l'intégrer à ses routines. Il vend de l'essence, regarde passer les familles, donne le mauvais itinéraire, récupère les objets qui restent. Sa culpabilité est faite de passivité, de peur et de participation. Quand Bob découvre les sacs et les coupures de presse, il comprend que les disparitions n'ont pas été invisibles. Elles ont laissé des traces. Quelqu'un a lu les articles. Quelqu'un a ramassé les affaires. L'oubli ne vient pas de l'absence de preuves. Il vient du fait qu'aucune preuve n'a suffi à mobiliser ceux qui auraient dû intervenir. Le désert renforce cette impression d'abandon sans avoir besoin d'effets fantastiques. Ces grands espaces devraient offrir une sensation de liberté. Ici, il retire au contraire tous les repères qui permettent d'appeler à l'aide. À proximité d'une ville, un accident attire des passants, déclenche des appels, produit une circulation de témoins. Dans les collines, l'horizon est si vaste que la famille devient presque invisible. La route elle-même est une promesse trompeuse. Elle suggère qu'il existe une direction sûre, alors qu'elle a été choisie précisément pour conduire les Carter hors du monde connecté. Le film joue avec cette inversion. Plus le paysage paraît ouvert, moins il laisse d'issue. L'isolement n'est pas seulement géographique. Bob arrive avec les réflexes d'un ancien policier. Il pose des questions, cherche des indices, essaie de mettre les événements dans un ordre compréhensible. Mais aucune de ses compétences ne lui donne le pouvoir qu'il avait dans sa vie précédente. Il n'y a ni collègue, ni badge utile, ni système capable de répondre. Son autorité s'effondre parce que le cadre qui la rendait efficace a disparu. Ce n'est pas un reproche simple envers Bob. Le film reconnaît qu'il tente de protéger les siens. Il montre aussi que sa certitude devient dangereuse lorsqu'elle l'empêche d'écouter Dog au relais ou d'admettre que la famille doit peut-être renoncer à son itinéraire.
La relation entre Bob et Doug donne au film une tension domestique avant même l'arrivée des monstres. Bob traite souvent son gendre, comme quelqu'un qui doit encore faire ses preuves. Doug n'est pas présenté comme inutile. Il est simplement moins démonstratif, moins convaincu que la parole forte résout une situation. Leur différence pourrait rester un détail de repas de famille. Dans le désert, elle devient une blessure ouverte. Doug part chercher de l'aide et revient sans résultat. Il n'a donc pas immédiatement l'occasion de contredire le jugement de Bob par une réussite visible. La vraie transformation commence après la mort de Bob, quand Doug ne peut plus recevoir son approbation ni réparer leur rivalité. Cette absence donne à son trajet une tonalité particulière. Il ne sauve pas Catherine pour prouver quelque chose à son beau-père, puisque Bob n'est plus là pour le voir. Il la sauve parce que Lynn le lui demande, parce que l'enfant est sa fille, et parce qu'il accepte enfin de suivre une obligation qui ne vient ni de l'orgueil ni du regard des autres. C'est une distinction discrète, mais elle évite de réduire le dernier acte à une fable où l'homme doux doit devenir violent pour être validé. Doug devient efficace parce qu'il cesse de jouer un rôle devant Bob. Il agit dans une situation extrême pour préserver ce qu'il aime. Lynn est au centre de cette bascule, même si son temps à l'écran s'arrête avant la fin. Elle sert souvent de médiatrice entre son père et son mari. Elle porte aussi la responsabilité la plus immédiate. Catherine dépend d'elle à chaque seconde. Lors de l'attaque, les assaillants brisent cette chaîne de protection, puis lui retirent son enfant. Le dernier souhait adressé à Doug transforme le sauvetage en dette affective. Il ne s'agit pas d'une mission confiée par un chef ou d'une promesse abstraite. C'est la parole d'une mère qui ne peut plus agir elle-même. Doug ne peut pas la faire revivre en ramenant Catherine. Il peut seulement empêcher que la dernière chose qu'elle espérait soit perdue avec elle. Ethel possède une force plus silencieuse. Dans le véhicule, elle observe les tensions et les amortit. Une fois la famille bloquée, elle n'a aucun dispositif particulier, aucune grande scène de combat, mais elle reste auprès de ceux qui ont besoin d'une présence stable. Sa mort réduit encore davantage le groupe à ses survivants les plus jeunes. À la fin, il n'y a plus de parents pour ordonner la fuite, préparer un repas ou décider de la prochaine étape. Brenda, Bobby et Doug doivent former une unité sans avoir choisi de devenir les adultes de la situation. Ce passage est l'une des cruautés les plus nettes du film. Le danger ne retire pas seulement des vies, il retire des générations entières de protection. Brenda illustre une autre forme de survie. Dans les premières scènes, elle paraît surtout impatiente, parfois blessante, décidée à garder ses distances avec ce voyage familial. Ce comportement ressemble à celui de beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes coincés dans une voiture avec leurs parents. Après l'agression, le film ne la demande pas de devenir immédiatement courageuse pour être jugée digne. Il lui laisse un temps de sidération. Sa participation au piège contre Papa Jupiter arrive parce qu'elle retrouve peu à peu la capacité d'agir, non parce que la souffrance aurait eu une vertu. Cette nuance compte. Sa violence finale n'efface pas ce qu'elle a subi et ne transforme pas l'agression en simple étape de motivation. Elle lui rend seulement une marge de décision. Bobby change lui aussi, mais par un chemin différent. Le premier contact direct avec le danger arrive lorsqu'il cherche Beauty. Son envie de courir après le chien l'éloigne de la caravane, comme s'il répondait encore à la logique d'un garçon qui croit pouvoir explorer. La découverte de Beauty brise cette insouciance. Il revient avec une information que personne ne veut entendre et se retrouve incapable de faire comprendre l'ampleur de ce qu'il a vu. Après l'attaque, il ne cherche plus une aventure ni l'approbation de son père. Il aide Brenda à organiser leur défense. Son passage à l'âge adulte n'est pas présenté comme une conquête réjouissante. Il est imposé par la disparition de ceux qui auraient dû lui laisser davantage de temps. Les deux chiens ne sont donc pas de simples accessoires destinés à annoncer les attaques. Beauty est la première victime claire de la famille, le moment où le danger cesse d'être une impression. Bis devient ensuite une présence qui relie l'avant et l'après. Il accompagne Bob dans l'idée de famille, puis accompagne Doug lorsque cette idée doit être défendue autrement. Dans les scènes de combat, Beast n'est jamais complètement séparé du chagrin qui l'a précédé. Chaque fois qu'il attaque, il rappelle l'animal perdu, et le fait que la violence a atteint les Carter, avant même que les adultes aient compris où ils étaient. Ruby offre le contrepoint le plus délicat. Elle ne vient pas de l'extérieur pour aider les héros. Elle vient du cœur même de la communauté qui les agresse. Son existence empêche de traiter les collines comme une seule masse sans différence intérieure. Ruby est terrifiée par Papa Jupiter et par Lizard. Elle est aussi façonnée par ce milieu, par son isolement, par la pauvreté de ses choix. Le film ne lui donne pas un long discours explicatif qui résoudrait cette complexité. Il lui donne des actes. Cacher Bobby, regarder Catherine, fuir avec elle, se retourner contre Lizard. Ce sont ces gestes qui rendent sa décision compréhensible. Sa mort avec Lizard possède une portée tragique plus grande qu'un simple sauvetage de dernière minute.
Ruby n'obtient pas la possibilité de quitter le désert avec les Carter. Elle ne reçoit ni pardon formel, ni avenir hors de cette famille violente. Sa sortie consiste à empêcher son frère de tuer encore. On peut y voir une limite frustrante du récit. La seule habitante des collines qui choisit l'humanité paie immédiatement son choix. Mais c'est aussi ce qui empêche le film de transformer son geste en récompense facile. Ruby ne devient pas une nouvelle membre de la famille Carter. Elle reste une personne coincée entre deux mondes, capable d'une décision juste dans l'instant où cette décision lui coûte tout. Cette opposition entre la famille Carter et la famille de Papa Jupiter mérite d'être regardée de près. Les deux groupes sont organisés autour d'un père autoritaire. Bob veut décider de la route et maintenir la cohésion. Papa Jupiter impose sa loi par la peur et distribue les rôles de ses fils dans la chasse. La ressemblance s'arrête vite, mais elle rend le contraste plus brutal. Chez les Carter, l'autorité de Bob est contestée, moquée, parfois pesante, mais elle est limitée par l'attachement des autres. Chez Papa Jupiter, aucun attachement ne protège. Il n'y a que la domination, l'usage des corps et la survie du clan au prix de tous les autres. Lorsque Bob disparaît, sa famille ne trouve pas un nouveau chef qui le remplace. Elle survit parce que les responsabilités circulent. Doug part. Brenda et Bobby défendent la caravane. Beast guide et attaque. Ruby protège Catherine. Cette dispersion est la réponse la plus forte au modèle de Papa Jupiter. Les Carter ne gagnent pas parce qu'ils découvrent un patriarche plus puissant. Ils gagnent parce qu'ils cessent d'attendre qu'une seule personne les sauve. Après l'accident, l'autorité verticale de Bob ne suffit plus. Dans le dernier acte, chacun apporte ce qu'il peut, avec ses limites, et cette coopération imparfaite devient leur seule forme de force. La caravane condense tout ce conflit. Au début, elle est encombrante, un peu ridicule, pleine de bagages et de sujets de dispute. Elle ralentit le véhicule et rend l'accident plus lourd. Pourtant, elle représente aussi le confort de la famille. Une petite maison roulante où l'on peut manger, dormir et se quereller sans quitter les siens. L'attaque la transforme en scène de violation. Les habitants des collines n'entrent pas seulement dans un espace physique. Ils détruisent l'idée que les Carter peuvent transporter leur sécurité avec eux. Plus tard, Brenda et Bobby transforment cette même caravane en piège. Le foyer brisé ne redevient pas un foyer, mais il devient un endroit où ils refusent d'être de nouveau passifs. Le film avance ainsi par des espaces qui changent de fonction. La route promet le passage, puis devient une embuscade. La station-service promet l'assistance, puis révèle une complicité. La caravane promet l'abri, puis devient un lieu d'attaque et de défense. Le village factice promet une ville, puis expose une expérience de destruction. Les grottes promettent une cachette, puis s'avèrent être le réseau qui relie les prédateurs à leurs victimes. Cette mobilité des lieux entretient la peur sans avoir besoin d'un mystère artificiel. Chaque fois que les Carter pensent savoir à quoi sert un endroit, cet endroit se retourne contre eux. C'est aussi ce qui donne au film son rythme très physique. Il ne demande pas au public de résoudre de nombreux indices ou de comprendre des règles complexes. Il demande de suivre la distance entre les corps, qui est près de la caravane, qui est perdu dans les collines, qui tient l'enfant, qui peut voir l'autre, qui entend le feu. Le suspense dépend de ses positions. Quand Bob et Doug partent dans des directions contraires, le danger grandit. Quand Lynn et Ethel courent vers le signal, la caravane devient vulnérable. Quand Doug entre dans le village, Catherine reste hors de son champ de vision. Quand Ruby s'enfuit avec elle, le sauvetage se rapproche mais reste suspendu à une course sur des rochers. La géographie est le véritable mécanisme de la menace. Alexandre Aja dirige cette géographie comme une machine qui ne laisse presque jamais les personnages s'installer. Il ne se contente pas de filmer le désert comme un joli paysage américain. Les reliefs coupent les lignes de vue, les creux avalent les sons, les maisons abandonnées possèdent des angles morts. Même en plein jour, les Carter ne bénéficient pas d'une vision complète. Le soleil ne clarifie pas tout. Il écrase les couleurs, fatigue les corps, fait trembler l'air et rend les distances difficiles à mesurer. La nuit, au contraire, ne crée pas un univers totalement différent. Elle achève simplement ce que le jour avait commencé à cacher. Le choix de filmer au Maroc pour représenter le Nouveau-Mexique donne au décor une étrangeté discrète. La production a exploré plusieurs territoires avant de s'installer près d'Ouarzazate, à la porte du Sahara. Ce n'est pas un détail qui doit détourner l'attention vers la fabrication, car le film ne cherche pas à exhiber son lieu de tournage. Mais cette distance se sent. Le désert ne ressemble pas à un simple arrière-plan familier de western. Il paraît plus minéral, plus nu, presque trop vaste pour contenir une route moderne. La caméra transforme cette immensité en espace américain imaginaire et ce léger décalage renforce l'impression que les Carter ont quitté un pays reconnaissable sans avoir franchi une frontière visible. La photographie de Maxime Alexandre privilégie souvent la matière plutôt que la carte postale. On retient la poussière sur les visages, les roches coupantes, le métal de la caravane, la chaleur qui semble vider les personnages avant même l'attaque.
Cette attention aux surfaces donne une fatigue physique au spectateur. Les vêtements ne restent jamais propres, les mains s'écorchent. Le paysage ne se laisse pas traverser sans laisser de traces. Quand la violence éclate, elle survient dans un monde déjà rude, déjà abrasif. La peur n'a pas besoin d'une brume gothique ou d'un manoir isolé. Elle naît d'un environnement qui paraît vouloir user les corps avant que les agresseurs ne les atteignent. Le montage participe à cette usure. Les premières scènes consacrent assez de temps aux conversations familiales pour que l'on comprenne la texture du groupe. Puis, après l'accident, la narration fractionne l'espace. Bob avance vers le relais. Doug marche vers la route. Bobby suit Beauty. Lynn, Ethel et Brenda restent auprès de la caravane. Ces coupes ne sont pas seulement une manière d'accélérer. Elles font sentir que chaque personnage vit une portion incomplète de la même catastrophe. Bob voit les preuves anciennes, mais ne peut pas avertir les autres. Bobby voit les collines de près, mais ne parvient pas à raconter clairement. Doug découvre le cimetière de voitures, mais revient trop tard. Cette circulation d'informations incomplètes crée une tension plus forte qu'un secret volontairement caché au public. Le son est tout aussi important. Le désert offre peu de bruit continu pour couvrir ce qui arrive. On entend le moteur qui fatigue, les pas sur les pierres, un aboiement, le vent, le métal qui résonne contre la caravane. Dès qu'un silence s'installe, il n'est pas forcément reposant. Il peut signaler que quelqu'un écoute depuis une crête. Les moments d'attaque sont plus efficaces parce qu'ils rompent un espace sonore déjà fragile. La musique de Tom Dandy accompagne cette sensation sans transformer chaque scène en annonce de catastrophe. Elle soutient la pression, puis laisse les sons concrets reprendre leur place. La respiration, les plaintes, les mouvements précipités, un cri éloigné qui ne permet pas de savoir où courir. Cette économie de sons distinguables rend l'attaque nocturne particulièrement éprouvante. Les Carter ne disposent pas d'une vision large. Ils doivent décider à partir de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils aperçoivent dans la lumière instable. Le feu qui attire Ethel et Lynn n'est pas seulement une image. Il devient un appel sonore, une preuve à distance qui les force à bouger. Pendant ce temps, dans la caravane, Brenda n'a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe dehors. Chaque zone reçoit donc une information différente, et personne ne possède le tableau complet. La scène ne gagne pas sa force par la surprise seule. Elle impose au public la même incapacité à protéger tous les personnages à la fois. Le travail des interprètes protège également le film d'une simple mécanique de carnage. Ted Levin donne à Bob une assurance parfois irritante, mais il laisse apparaître un père réellement attaché au sien. Bob n'est pas un tyran domestique qu'il faudrait punir. Il est un homme habitué à croire que l'expérience et la décision ferme protègent les autres. C'est précisément pourquoi la découverte des coupures de journaux et des objets volés le déstabilise autant. Il rencontre une situation qu'il ne peut ni classer ni résoudre avant qu'elle ne l'engloutisse. Sa mort agit alors moins comme le châtiment d'une erreur que comme la disparition brutale de la personne qui pensait pouvoir encore remettre l'ordre en place. Kathleen Quinlan donne à Ethel une présence qui ne réclame pas le centre du cadre. Elle réagit aux enfants, calme les échanges, garde la famille en mouvement. Cette retenue fait que ces moments de douleur ne semblent jamais écrits pour obtenir une réaction facile. Ethel ne devient pas un symbole abstrait de la mère courage. Elle est une personne qui entend le danger, qui cherche son mari, qui revient vers les siens, puis qui se retrouve blessée par une violence qu'elle n'avait aucun moyen de prévoir. Le film perd beaucoup de sa chaleur quand elle disparaît, et c'est voulu. Les survivants n'ont plus la figure qui rendait leur dispute initiale supportable. Vanessa Shaw donne à Lynn un mélange de vigilance et de lassitude. Elle voit les rivalités entre Bob et Dog, sait désamorcer certaines tensions, mais elle n'a pas la maîtrise de la route ni du terrain. Son rôle de mère rend chaque décision plus lourde, car Catherine dépend d'elle même lorsque les adultes s'occupent de leurs propres conflits. Quand l'enfant est enlevé, la scène ne repose pas uniquement sur le risque physique. Elle arrache à Lynn l'action qu'il organisait depuis le départ, garder Catherine en sécurité. La promesse demandée à Doug devient donc le prolongement de cette attention maternelle, transmise à quelqu'un d'autre au moment où elle ne peut plus lutter. Aaron Stanford porte la partie la plus visible de la transformation, et son jeu évite souvent l'exagération. Doug ne commence pas comme une caricature de la faiblesse. Il est surtout inconfortable dans une famille où Bob occupe beaucoup d'espace. Il essaie d'aider, se fait contredire, avance malgré lui. Après l'attaque, Stanford fait exister le choc avant l'action. Doug ne se lève pas avec une certitude nouvelle. Il vacille, encaisse les informations, puis avance parce que le temps lui est retiré. Dans le village, sa détermination ne supprime jamais complètement l'effroi. C'est cette peur visible qui rend crédible son passage d'homme sous-évalué à parent capable de traverser l'impensable. Émilie de Ravin donne à Brenda une trajectoire moins spectaculaire, mais nécessaire. Son personnage pourrait facilement être réduit à la jeune femme sarcastique dont le scénario utilise la détresse pour pousser les hommes à agir.
Or, après la scène traumatique, le film revient à elle comme à quelqu'un qui doit décider de survivre. La préparation du piège avec Bobby est une scène d'action, mais surtout une scène de reprise de contrôle. Brenda ne reçoit pas une explication magique à sa colère. Elle la convertit en préparation concrète, en regard porté sur le terrain, en décision de ne plus rester seule dans la caravane avec ses souvenirs. Dan Beard apporte à Bobby une énergie instable qui convient à son âge. Il peut être agaçant, impatient, trop attiré par les choses qui dépassent les adultes. Cette agitation donne un poids particulier à son rapport avec Beauty et Beast. Il est le premier à traverser les collines, le premier à comprendre que les chiens ont rencontré quelque chose de mauvais, puis l'un des derniers à rester près de Brenda pour défendre le camp. Son évolution ne consiste pas à devenir soudainement un adulte sans peur. Elle consiste à écouter, à se concentrer et à tenir une place lorsque les autres ne sont plus là pour lui dire quoi faire. Du côté des habitants des collines, les prothèses et le maquillage créent une galerie de visages immédiatement identifiables. L'équipe de KNB, EFX Group, a consacré plus de 6 mois à leur conception, en associant sculpture numérique, prothèses et retouches visuelles. Le résultat ne sert pas seulement à rendre les antagonistes monstrueux. Il permet à chacun d'exister comme une silhouette, avec une manière de bouger, de regarder, de se tenir dans le groupe. Lizard possède une menace directe. Pluto semble plus impulsif. Gogol agit comme un éclaireur. Big Brain parle et relie l'histoire du clan à celle du lieu. Papa Jupiter, même sans déformation visible, domine par sa stature et son autorité. Ce dernier détail est intéressant. Papa Jupiter est moins marqué physiquement que plusieurs des siens, mais il représente le système de violence le plus pur. Son pouvoir ne vient pas seulement de son corps. Il vient de la capacité à donner des ordres, à faire des membres de sa famille les instruments de son besoin de domination. Ainsi, le film évite de faire de la différence physique une preuve automatique de monstruosité. Ruby, elle aussi, porte les signes de son milieu. Pourtant, son acte final est le plus altruiste. La vraie ligne de partage n'est donc pas l'apparence. Elle se trouve dans la façon dont chacun répond à la vulnérabilité des autres. Robert Joy, qui joue Lizard, doit composer avec une transformation de maquillage très lourde. Il a expliqué que l'application quotidienne prenait plusieurs heures. Cette fabrication se sent dans la présence du personnage, dont les gestes paraissent limités et pesants plutôt que fluides. Au lieu de dissimuler entièrement cette contrainte, le film l'intègre à son étrangeté. Lizard n'est pas une créature numérique qui se déplacerait sans masse. Il paraît habiter un corps qui l'enferme autant qu'il lui donne du pouvoir. Cette matérialité rend les confrontations plus immédiates. Doug ne se bat pas contre une abstraction agile. Il se bat contre quelqu'un de physiquement proche, dangereux et assez réel pour laisser sur l'écran la trace d'une lutte. Les effets numériques interviennent ensuite pour prolonger ce travail pratique. Le village de test, par exemple, n'était pas une ville entière construite dans le désert. Une rue réelle a été étendue numériquement afin de donner au lieu son ampleur vide. Ce procédé est bien choisi parce qu'il soutient une idée de monde artificiel. La ville semble manquer d'un détail vivant, comme si elle avait été copiée puis abandonnée avant d'être terminée. Les retouches légères sur certains visages des habitants des collines suivent la même logique. Elles ne remplacent pas les interprètes. Elles accentuent une étrangeté déjà installée par les prothèses et le jeu. Le générique d'ouverture participe à la brutalité du projet en insérant des images qui évoquent des enfants déformés et les dégâts de guerre ou de contamination. Ce montage ne prétend pas constituer une démonstration scientifique. Il cherche à installer un imaginaire de corps exposés, de dommages transmis, de violences publiques, qui laisse des survivants hors champ. Le risque d'une telle ouverture est de réduire des souffrances réelles à une texture d'horreur. Le film ne l'évite pas entièrement, mais il annonce clairement que son récit ne parlera pas d'une malédiction tombée du ciel. La peur qui attend les Carter est liée à des gestes humains, à des armes, à des décisions et à l'habitude d'écarter du regard ceux qui en ont payé le prix. Cette approche explique aussi le ton plus frontal du remake par rapport à beaucoup de films d'horreur de route. The Hills Have Eyes ne cherche pas d'abord la suggestion élégante. Il veut que l'accident, la soif, la panique et les blessures aient des conséquences visibles. Cette intensité a divisé les critiques à sa sortie. Certains y ont vu un film de survie très efficace, d'autres ont estimé que la violence prenait trop souvent le pas sur la caractérisation. Les deux réactions reposent sur une vérité du film. Aja privilégie l'expérience physique, la sensation de danger immédiat, parfois au détriment du temps que l'on pourrait consacrer aux zones plus ambiguës de ses antagonistes. Cette limite ne détruit pas nécessairement ce que le film réussit. Elle définit plutôt son contrat. Le récit ne demande pas que l'on admire les collines comme un mystère psychologique sans fond. Il demande que l'on ressente la façon dont une famille ordinaire, imparfaite et bavarde est privée progressivement de toutes ses distances de sécurité. La violence est souvent difficile à regarder parce qu'elle vise ce qui donnait au groupe sa normalité.
Le repas, le sommeil, l'enfant, les animaux, les parents, le véhicule. Ce n'est pas le gore qui porte à lui seul la peur. C'est le fait que chaque atteinte rend la vie d'avant plus inaccessible. Pour comprendre ce choix, il faut revenir à l'héritage du titre. The Hills Have Eyes reprend le film de Wes Craven sorti en 1977. Le principe demeure. Une famille traverse le désert et tombe sur un clan qui vit dans les collines. Mais un remake n'est jamais seulement une répétition de l'intrigue. Il choisit ce qu'il garde, ce qu'il amplifie et ce qu'il fait correspondre aux craintes de son époque. Dans cette version, la violence est plus frontale, les traces du nucléaire sont davantage présentes et le parcours de Dog organise plus clairement la seconde moitié. Le film de 2006 ne cherche pas à cacher son lien avec Craven. Wes Craven est producteur du remake, ce qui inscrit le projet dans une transmission assumée plutôt que dans une appropriation silencieuse. À l'époque, plusieurs remakes d'horreur américains avaient trouvé leur public. Craven a envisagé de reprendre son propre film après le succès d'autres retours récents à des classiques du genre. Marianne Maddalena, sa collaboratrice de longue date, repère Alexandre Aja et Grégory Levasseur après leur travail sur Haute Tension. Aja et Levasseur arrivent alors à leur première production américaine avec une sensibilité déjà tournée vers le suspense physique, la vitesse et les bascules de violence. Ils réécrivent l'histoire sans en abandonner la situation fondatrice. Cette rencontre explique le mélange particulier du film, une fable d'horreur américaine venue des années 70, revue par deux auteurs français qui veulent rendre l'agression plus immédiate et le décor plus chargé de traces historiques. Le remake ne modernise pas seulement les effets, il modernise la manière dont la famille est regardée. Les Carter ne sont pas une unité parfaitement unie à laquelle le mal viendrait de l'extérieur. Ils arrivent déjà avec des désaccords, des remarques blessantes, des rapports de pouvoir familiers. Bob parle plus fort que les autres. Doug encaisse. Brenda se protège par l'ironie. Bobby cherche l'attention. Ces défauts ne les rendent pas responsables de ce qui leur arrive, mais ils donnent du poids à ce qu'ils perdent. La famille n'est pas une image publicitaire de l'harmonie. C'est un groupe qui continue d'avancer parce que les liens existent malgré les tensions. Cette nuance est importante dans un récit où les agresseurs veulent réduire les Carter à une réserve de corps. Papa Jupiter ne voit pas des personnes avec des histoires et des contradictions. Il voit des intrus dont on peut prendre les ressources, la nourriture, les objets et l'enfant. La résistance des survivants consiste alors à refuser cette réduction. Brenda ne devient pas seulement une victime. Doug n'est pas seulement le gendre maladroit. Bobby n'est pas seulement l'adolescent. Chacun garde une identité qui dépasse le rôle imposé par la violence. Cette persistance explique pourquoi l'étreinte finale, même très brève, ne ressemble pas à un geste décoratif. Les survivants se reconnaissent encore les uns les autres après avoir été traités comme des choses. Le village de test pousse plus loin cette idée de réduction. Les maisons sont construites pour imiter la vie domestique, mais elles ne contiennent pas de vraie vie. Elles servent à observer ce qui arrive à des objets lorsque la puissance destructrice passe sur eux. À côté de cette ville artificielle, les Carter sont une vraie famille, désordonnée et vulnérable. La mise en parallèle est brutale. La destruction expérimentale du foyer se trouve déjà dans le paysage avant que la caravane ne soit attaquée. Ce n'est pas un message formulé au dialogue, c'est une rime entre les espaces. La famille roulante entre dans un monde où le foyer a déjà été réduit à un décor destiné à être abîmé. Le film prend cependant des libertés avec l'histoire réelle des essais nucléaires. Son intrigue suggère une série importante de tests atmosphériques au Nouveau-Mexique. Dans les faits, l'essai Trinity de 1945 y est le seul tir atmosphérique américain. La majorité des essais atmosphériques des États-Unis a eu lieu dans le Nevada et dans les atolls de Bikini et d'Eniwetok entre 1946 et 1962. Cette différence ne rend pas la fiction invalide. Elle rappelle plutôt qu'il faut distinguer le cadre historique utilisé par le film de la chronologie réelle. Aja et Levasseur fabriquent une zone imaginaire afin de condenser les peurs liées aux essais, aux irradiations et aux populations exposées. Cette condensation produit à la fois la force et la fragilité du film. Sa force, parce qu'elle permet de relier une menace de genre à une responsabilité d'État. Sa fragilité, parce qu'elle risque de faire des conséquences humaines du nucléaire une simple origine de monstre. Les images documentaires évoquées au début, les corps déformés, les enfants qui apparaissent en flash, portent un poids qui dépasse le spectacle. Le récit les utilise pour installer une atmosphère de traumatisme transmis. Mais ces douleurs réelles ne se résument pas à une esthétique de peur. Regarder le film avec attention suppose de tenir ensemble ces deux vérités. Il mobilise une histoire de violence publique de manière frappante, et cette utilisation demeure une simplification de réalité beaucoup plus vaste. Le même examen critique s'applique à la scène de l'agression contre Brenda. Elle est conçue comme un point de rupture, pas comme une scène érotisée.
Elle montre une famille envahie dans l'espace où elle se croyait protégée. Pourtant, son intensité explique aussi le malaise qu'elle a suscité chez une partie du public. Une œuvre d'horreur peut représenter une violence sexuelle sans la prouver. Cela ne signifie pas que toute mise en scène de cette violence est nécessaire ou facile à défendre. Ici, le film s'en sert pour faire basculer Brenda et pour faire comprendre que les attaques visent la destruction totale du foyer. On peut reconnaître cette fonction narrative tout en jugeant que le procédé demeure éprouvant et qu'il frôle parfois l'exploitation de la souffrance. Ce débat accompagne la réception du film. Lors de sa sortie, The Hills Have Eyes rencontre un succès commercial solide, avec un budget d'environ 15 millions de dollars et des recettes mondiales proches de 70 millions. Les avis critiques sont plus partagés. Certains saluent l'énergie, le décor et l'efficacité de la survie. D'autres regrettent que les personnages secondaires et les habitants des collines ne bénéficient pas d'une profondeur plus grande. Roger Ebert, par exemple, reconnaissait la force du décor de ville gouvernementale factice, mais aurait voulu en savoir davantage sur les créatures et sur leur organisation. Cette divergence décrit assez bien l'expérience du film. Il frappe vite et fort, mais laisse parfois des pistes que son rythme ne prend pas le temps d'explorer. L'étiquette de violence extrême a également été attachée au remake par certains commentateurs, parce qu'il contient des attaques violentes et cherche à provoquer une réaction physique. Cette catégorie reste imparfaite. Elle risque de ranger ensemble des films qui n'ont ni la même mise en scène ni le même intérêt moral. The Hills Have Eyes ne se limite pas à l'exhibition de sévices. Il construit une histoire de pièges, d'isolement, de famille et de territoire. Mais l'étiquette révèle une question légitime. À quel moment l'horreur cesse-t-elle de faire sentir les conséquences de la violence et commence-t-elle à les utiliser comme attraction? Le film se situe souvent sur cette frontière. C'est précisément ce qui explique qu'il puisse être jugé très efficace par certains et excessif par d'autres. Sa durée d'environ 106 minutes joue en faveur de sa nervosité. Le récit ne multiplie pas les détours. Il installe la famille, provoque l'accident, sépare les personnages, déclenche l'attaque, puis concentre le dernier acte sur le sauvetage de Catherine. Cette ligne claire permet à l'analyse de rester attachée aux actes. Bob prend la piste proposée. La famille se sépare. Les assaillants exploitent cette séparation. Doug renonce à l'idée d'une sortie simple et entre dans le territoire ennemi. Ruby prend l'enfant. Les survivants se défendent chacun depuis l'endroit où ils sont bloqués. Rien de cela ne dépend d'un grand retournement artificiel. La mécanique du film avance par conséquence. Cette précision de structure est l'un de ses atouts les plus durables. Le spectateur peut ne pas aimer la quantité de violence, trouver les antagonistes trop schématiques, ou souhaiter une exploration plus fine de l'histoire du désert. Mais il sait toujours ce qui est en jeu. Au début, la question est de remettre le véhicule en route. Après la mort de Beauty, il s'agit de comprendre si quelqu'un les chasse. Après l'attaque de la caravane, il s'agit de sauver Catherine et de protéger les survivants. Lorsque Doug rencontre Ruby, il s'agit de savoir si une personne née dans les collines peut faire un autre choix. Chaque objectif remplace le précédent parce que la situation s'est dégradée, non parce que le scénario invente soudain une nouvelle règle. Le film s'inscrit aussi dans la tradition des récits où le voyage américain se transforme en rencontre avec ce que le pays ne veut pas voir. La voiture, la route, le plein d'essence et la destination californienne appartiennent à une mythologie de mouvement libre. Les Carter pensent pouvoir traverser l'espace et choisir un détour sans conséquence. Les collines leur rappellent que certaines routes ont une histoire, que certains lieux sont bâtis sur des exclusions, et que la carte officielle ne dit pas tout. Cette lecture ne signifie pas que le film propose un traité politique. Elle explique pourquoi le désert se possède une force particulière. Il devient la face cachée d'un voyage familial qui se croyait banal. La présence de la caravane renforce encore cette mythologie. Les Carter transportent leur maison avec eux. Ils incarnent une idée très américaine de l'autonomie. Partir sur la route tout en conservant le confort du foyer. Mais la caravane les rend visibles, lourds et dépendants de la mécanique. Elle ne peut pas se faufiler facilement. Elle nécessite de l'essence. Elle amplifie l'accident. Elle est aussi pleine de ce qui attire les prédateurs. Nourriture, outils, vêtements, signes de prospérité ordinaire. Le film ne punit pas les Carter pour posséder ces choses. Il montre que, dans un monde où les ressources sont prises par la violence, le confort devient une vulnérabilité exposée. En face, le clan de Papa Jupiter récupère, détourne et accumule les restes du monde extérieur. Le cratère rempli de véhicules raconte cette économie de pillage avant même que Doug ne l'identifie. Les voitures ne sont pas seulement des preuves de meurtre. Elles montrent que chaque famille venue de la route apporte quelque chose qui reste dans les collines. Les objets changent de propriétaire, mais pas pour être intégrés à une vie commune. Ils deviennent les traces de personnes effacées. Cette accumulation donne au désert une mémoire matérielle. Les autorités peuvent ignorer les disparitions,
mais les choses abandonnées continuent de dire qu'elles ont eu lieu. Big Brain est le personnage qui articule le plus directement cette mémoire, même si le film ne s'attarde pas assez pour épuiser ce qu'il pourrait apporter. Il sait parler, il connaît la version du monde portée par son clan, et il présente les Carter comme les représentants d'une société qui a créé les collines avant de les oublier. Son accusation contient une part de vérité historique à l'intérieur de la fiction, mais elle devient aussi une rationalisation commode pour continuer la prédation. Le film ne fait pas de Big Brain un philosophe ni un adversaire à débattre. Il fait de lui une voix qui révèle que les monstres ont une histoire, puis montre comment cette histoire est utilisée pour justifier de nouveaux crimes. Le refus de résoudre entièrement cette contradiction est plus intéressant que l'on pourrait croire. Si les habitants des collines étaient seulement mauvais, le contexte nucléaire ne serait qu'un décor. S'ils étaient seulement des victimes, leurs attaques contre les Carter perdraient la responsabilité qui les rend horribles. Le film maintient les deux niveaux, parfois de façon rugueuse. Des personnes ont été abandonnées par une catastrophe créée par des humains. Certaines de ces personnes perpétuent ensuite une violence impardonnable contre d'autres innocents. Le résultat n'est pas une équation morale propre. C'est un cercle de dommages où les plus vulnérables continuent de payer pour des décisions prises loin d'eux. Cette idée revient dans le dernier plan. Le mutant qui observe les survivants ne doit pas être compris seulement comme une annonce de suite ou un dernier sursaut. Il rappelle que les Carter sortent du centre du cadre, mais pas du territoire. Ce qu'ils ont affronté n'est pas une anomalie isolée que l'on pourrait régler en tuant Papa Jupiter. Le passé reste dans les collines. Les voitures restent dans le cratère. Les maisons de test restent debout. Les autorités restent absentes. La famille a réussi à sauver Catherine, ce qui est immense à l'échelle de son drame, mais elle n'a pas rétabli le monde qui l'a rendue vulnérable. Le film mérite aussi d'être regardé comme un récit de survie plutôt que comme une simple histoire de monstre. Dans beaucoup de films d'horreur, la règle est révélée progressivement. Il faut éviter une pièce, ne pas prononcer un nom, attendre une certaine heure. Ici, la règle est plus brutale et plus humaine. Toute décision prise seule rend l'écarteur plus facile à atteindre. Toute hésitation donne du temps à ceux qui connaissent le terrain. Toute tentative de retrouver le confort d'avant expose quelqu'un. Bob et Doug se séparent pour trouver de l'aide. Ethel et Lynn partent vers le feu pour retrouver Bob. Doug avance seul vers Catherine parce que personne d'autre ne peut le faire. La survie ne consiste jamais à appliquer un code parfait. Elle consiste à choisir entre des options toutes mauvaises, puis à vivre avec leurs coûts. Cette absence de règles rassurantes explique pourquoi le film peut provoquer une angoisse très directe. Les Carter ne sont pas des explorateurs qui auraient accepté un risque connu. Ce sont des voyageurs ordinaires dont la voiture est immobilisée. Le public peut facilement imaginer l'étape précédente. Un trajet trop long, un besoin d'essence, une envie d'arriver plus vite. Une indication donnée par quelqu'un qui paraît connaître le coin. Le récit tire sa force de cette proximité avec un incident banal. Il n'a pas besoin d'un portail vers un autre monde. Il suffit qu'une mauvaise décision routière devienne irréversible parce qu'il n'y a personne autour pour en limiter les conséquences. Le détail des pneus crevés est particulièrement efficace. Il n'est ni mystérieux ni spectaculaire. Une bande de pointe cachée dans la poussière produit un accident que les Carter peuvent d'abord interpréter comme de la malchance. Ce retard dans la compréhension est essentiel. Si la famille savait immédiatement qu'elle est chassée, elle agirait autrement. Mais elle croit encore à la panne, au dépannage, au secours possible. La menace gagne donc du temps à l'intérieur même de leur normalité. Les collines n'ont pas besoin de les attaquer dès la première minute. Elles ont seulement besoin de les faire rester. Le récit construit ensuite une gradation très nette. D'abord, l'isolement, puis le premier signe de présence à travers Beauty. Ensuite, les preuves accumulées au relais et au cratère. Enfin, la violence coordonnée contre la caravane. Chaque étape retire une interprétation rassurante. La panne ne peut plus être appelée accident. La mort du chien ne peut plus être attribuée à la nature. Les voitures abandonnées montrent que le secours n'arrivera pas de l'extérieur. L'attaque confirme que le clan a choisi ses victimes depuis le début. Cette progression est simple, mais elle est solide parce qu'elle ne demande pas au spectateur d'oublier ce qu'il vient de voir. Chaque découverte durcit ce qui était déjà inquiétant. La peur du film repose aussi sur l'inversion de plusieurs réflexes de protection. Une famille doit se resserrer quand elle est menacée, mais les Carter sont constamment écartelés par la géographie. Une maison doit protéger, mais la caravane devient un piège. Un ancien policier devrait savoir évaluer le danger, mais Bob découvre la vérité au moment où il ne peut plus agir. Un père doit retrouver sa fille, mais Doug doit d'abord accepter qu'il ne la verra peut-être pas à temps. Même le feu, signe habituel de chaleur ou de secours, devient l'outil d'une diversion. Cette logique d'inversion ne sert pas à surprendre gratuitement.
Elle montre que le désert a détourné les objets et les habitudes mêmes qui devraient aider la famille. La relation entre les adultes et l'enfant rend cette inversion presque insupportable. Catherine ne peut pas comprendre le danger ni contribuer à sa propre fuite. Elle dépend entièrement des gestes autour d'elle. Quand elle est enlevée, l'horreur ne vient pas d'une question abstraite sur l'avenir. Elle vient du fait que tous les adultes qui l'aiment ont été séparés, blessés ou tués par une opération conçue pour les empêcher de la protéger. Le film évite heureusement de transformer Catherine en personnage qui subirait des violences graphiques. Elle demeure l'enjeu du sauvetage, et cette retenue permet de garder le regard sur ceux qui doivent la retrouver. Doug ne réussit pas parce qu'il découvre soudain une compétence cachée. Il progresse en utilisant ce que le territoire lui laisse. Il suit, observe, attrape des armes, réagit plus vite que ceux qui le sous-estiment. Sa victoire contre Pluto est importante à cet égard. Il n'est pas plus fort dans un sens absolu. Il bénéficie d'une ouverture et la saisit. Cette manière de filmer l'action conserve une vulnérabilité. Même après avoir tué, Doug peut tomber, être surpris, perdre l'avantage. Sa détermination ne le protège pas du monde physique. Elle lui interdit seulement de renoncer tant que Catherine n'est pas retrouvée. Brenda et Bobby proposent une autre forme de compétence. Ils ne traversent pas les collines. Ils analysent le peu qu'ils ont autour d'eux et en font une défense. Leur piège n'est pas une invention géniale sortie de nulle part. Il répond à une situation de siège. Papa Jupiter veut revenir à la caravane parce que les survivants y sont encore. Brenda et Bobby utilisent cette certitude contre lui. Le film les laisse coopérer sans les entourer d'une aura invincible. Ils sont terrifiés, probablement épuisés, et leur plan pourrait échouer. C'est précisément cette fragilité qui donne du poids au moment où Brenda termine l'affrontement. On peut voir dans cette répartition une manière de refuser le héros unique. Doug accomplit le geste qui sauve Catherine, mais il n'aurait pas réussi sans Beast et Ruby. Brenda et Bobby empêchent Papa Jupiter de poursuivre sa chasse. Bob, malgré son erreur initiale, a découvert les preuves qui rendent le danger intelligible. Lynn fixe le but final par sa demande. Même Beauty, par sa disparition, révèle la vraie nature du désert. La famille survit par une série de contributions dont certaines sont volontaires, d'autres imposées par le désastre. Ce montage de force partielle est plus intéressant que l'image d'un sauveur solitaire qui réglerait tout à la fin. La famille de Papa Jupiter est construite sur le principe inverse. Chaque membre semble posséder une fonction, mais ces fonctions ne sont pas des contributions librement choisies. Papa Jupiter distribue la violence, Lizard applique, Pluto accompagne, Goggle observe, Big Brain explique. Même Ruby, au début, est enfermée dans l'ordre du clan. Lorsque cette dernière sort de son rôle, l'organisation entière devient moins stable. Elle montre qu'un système fondé sur la peur doit empêcher toute compassion, car une seule personne qui choisit de protéger au lieu de prendre peut faire échouer un plan pourtant préparé avec soin. Cette opposition rend le sacrifice de Ruby plus complexe que la mécanique habituelle du personnage qui se rachète. Ruby ne reçoit pas un passé détaillé qui permettrait d'évaluer ses fautes ou ses contraintes. Le film ne lui donne pas le temps de raconter ce qu'elle a perdu avant l'arrivée des Carter. Son humanité est donc visible seulement dans le présent, au moment où elle aide Bobby puis Catherine. Certains spectateurs pourront souhaiter qu'elle survive et quitte les collines avec les Carter. Cette attente est compréhensible. Mais le choix de la faire mourir souligne la violence de son monde. Pour rompre avec Lizard, elle doit accomplir un acte qui ne lui laisse aucune issue. Le titre prend alors un sens plus large. Les collines ont des yeux parce qu'elles regardent la route, mais aussi parce qu'elles conservent tout ce que les voyageurs abandonnent derrière eux. Elles sont observatrices et mémoire. Le clan voit les Carter arriver. Les carcasses de voitures enregistrent les passages précédents. Les coupures de journaux au relais montrent que des disparitions ont été signalées. Le mutant final regarde les survivants repartir. À chaque étape, quelqu'un ou quelque chose voit. Le vrai problème est que le monde extérieur, lui, n'a pas regardé assez longtemps. Il a laissé ces signes s'accumuler sans les relier. Cette lecture n'oblige pas à transformer chaque élément en symbole. Les jumelles du dernier plan restent aussi un outil concret qui prolonge la menace. La voiture et la caravane restent des moyens de transport. Les grottes restent des passages utiles aux assaillants. Le film gagne en force lorsqu'on part de ses fonctions précises avant d'en tirer un sens plus large. Les collines surveillent parce qu'elles offrent un relief. Les victimes disparaissent parce que le terrain les isole. La dimension politique apparaît ensuite par la manière dont cet isolement a été créé et toléré. C'est cette marche du concret vers l'interprétation qui évite de réduire l'horreur à une leçon plaquée. La violence du remake est souvent décrite comme son trait le plus marquant. Mais la mémoire qu'il laisse tient peut-être davantage au moment où le bruit s'arrête. Bob marche seul sur une route sans fin. Bobby découvre Beauty entre les rochers. Dog regarde les voitures au fond du cratère. Brenda reste figée dans la caravane après l'intrusion.
Ruby tient Catherine avant de courir. Ces instants de solitude donnent aux attaques leur portée émotionnelle. La brutalité ne serait qu'un enchaînement de chocs si le film ne montrait pas, entre deux explosions de danger, des personnages qui comprennent qu'ils sont seuls ou qu'ils ont perdu quelqu'un. Cette alternance est aussi ce qui rend la première moitié si importante. Sans les disputes dans le véhicule, le rapport de Bob à Dog et les petites frustrations de Brenda ne feraient que retarder l'action. Avec elle, le film installe une vie familiale qu'on peut reconnaître. Les Carter ne sont pas parfaits. Ils peuvent être bruyants, maladroits, impatients. Mais leurs défauts appartiennent à une vie où l'on suppose pouvoir les régler demain. Le désert leur retire ce demain. Après l'attaque, il n'y aura pas de moment où Bob et Dog pourront revenir calmement sur leurs reproches. Il n'y aura pas de repas où Lynn pourra reprendre Catherine dans ses bras. L'horreur se mesure au nombre de conversations ordinaires que le récit rend impossible. À ce titre, la fin ne propose pas seulement un bilan de morts et de survivants. Elle expose une famille réduite à une nouvelle configuration. Doug est désormais le parent restant de Catherine. Brenda et Bobby sont les enfants devenus adultes sans transition. Beast est le dernier animal qui relie le groupe au départ. Leur rassemblement ne rétablit pas l'ordre ancien. Il constitue une autre famille, plus petite et marquée par ce qu'elle a dû faire. On peut imaginer que leur premier besoin sera de quitter les collines, trouver de l'eau, rejoindre une route sûre et demander de l'aide. Mais le film s'arrête avant cette réparation pratique, parce que son intérêt est ailleurs. Montrer le seuil où les survivants sont encore ensemble, sans prétendre que la douleur s'arrête avec eux. Le regard du mutant final est donc moins une promesse de révélation qu'un rappel de limite. Nous ne savons pas qui il est. Nous ne savons pas combien d'autres personnes vivent encore dans le réseau de grottes. Nous ne savons pas si les autorités finiront par découvrir le cratère, les ruines et les victimes. Le film ne laisse pas ces questions ouvertes par manque de conclusion sur l'intrigue principale. Il a résolu l'essentiel. Catherine est sauvée, les responsables directs sont vaincus, et les survivants se retrouvent. Ce qui demeure incertain relève du monde autour d'eux, un monde trop grand pour être réparé par une seule nuit de survie. Cette différence entre résolution et réparation est capitale. Une résolution répond à l'action immédiate. Doug doit retrouver Catherine, Brenda et Bobby doivent empêcher Papa Jupiter de les tuer, Ruby doit choisir entre son frère et l'enfant. Ces lignes se ferment. Une réparation demanderait que les morts soient reconnus, que les disparitions soient élucidées, que les lieux d'essai soient confrontés à leur histoire, que la communauté des collines cesse d'être abandonnée. Aucune de ces choses ne peut arriver dans les dernières minutes sans trahir l'ampleur du problème. Le film choisit alors une victoire étroite, ce qui est plus honnête que de feindre qu'un combat contre quelques assaillants a corrigé des décennies de silence. La sobriété de cette conclusion contraste avec l'intensité du chemin qui y mène. Le dernier acte multiplie les affrontements, les explosions, les courses et les corps qui tombent. Pourtant, l'image que le film retient n'est pas celle d'une grande victoire. Ce sont des personnes réunies un instant, sous le regard d'une menace qui n'a pas totalement disparu. Cette retenue laisse au spectateur une sensation étrange. Le soulagement existe, parce que Catherine est dans les bras de Dog, mais il est aussitôt traversé par la conscience de tout ce qui manque autour d'elle. Revoir The Hills Have Eyes à partir de cette fin change légèrement le début. Le trajet de Bob n'apparaît plus seulement comme une erreur de conduite. Il devient le premier geste d'une famille qui croit encore que l'expérience, la voiture et la bonne volonté suffiront. La station-service n'est plus seulement un lieu inquiétant. C'est le point où une catastrophe déjà connue trouve de nouvelles victimes. Beauty n'est plus seulement le premier choc. Sa mort annonce que l'attachement n'offre aucune immunité. La caravane n'est plus seulement un décor de survie. Elle contient tout ce que les Carter vont perdre, puis le peu qu'ils pourront encore défendre. Le film ne demande pas que l'on admire chacun de ses choix. Sa brutalité, le traitement de certaines souffrances et la simplification de son arrière-plan historique peuvent susciter des réserves justifiées. Mais il possède une cohérence rare dans la façon dont il lie un paysage, une famille et une conséquence. Une route mal choisie conduit vers des collines qui cachent un passé. Ce passé crée un présent de prédation. Cette prédation fracture la famille, et la famille ne survit qu'en acceptant que chacun agisse sans attendre le retour de l'ordre ancien. La ligne est nette, tragique, et elle donne au film une force qui dépasse la seule efficacité de ses scènes d'attaque. Cette cohérence tient aussi à la façon dont le remake organise la compassion. Au départ, il est facile de classer les Carter. Bob serait le père autoritaire, Doug le gendre mal assuré, Brenda la jeune femme qui se plaint, Bobby le garçon imprudent. Ces définitions sont rapidement insuffisantes. Bob marche seul vers le relais, Doug revient d'une recherche infructueuse et doit pourtant repartir. Brenda demeure près de Bobby alors qu'elle vient de survivre à une attaque. Bobby accepte d'aider plutôt que de céder à la panique. Les personnages ne deviennent pas soudainement plus complexes parce qu'ils révèlent un secret.
Ils le deviennent parce que le danger les oblige à agir hors des rôles que leur famille leur avait attribués. Le film ne distribue pas ces changements de façon égale, et c'est l'une de ses limites. Doug reçoit l'espace le plus conséquent. C'est lui qui traverse les grottes, affronte Pluto et Lizard, retrouve Ruby, puis récupère Catherine. Brenda, Bobby et Ruby ont des trajectoires plus courtes, mais leurs gestes sont indispensables à la résolution. Cette hiérarchie relève d'une tradition très reconnaissable du cinéma de survie, où le héros du dernier acte porte les affrontements les plus visibles. La meilleure manière de regarder le film est peut-être de ne pas confondre visibilité et importance. Sans Brenda, Papa Jupiter est toujours vivant. Sans Bobby, elle ne prépare pas le piège seule. Sans Ruby, Dog ne peut pas reprendre Catherine. Sans Beast, plusieurs affrontements prennent un autre cours. Cette toile de dépendance donne au dernier acte son énergie. Les scènes se déroulent dans des lieux différents, mais elles se répondent. Brenda et Bobby attirent Papa Jupiter. Doug poursuit Ruby et Catherine. Lizard continue de les traquer. Beast se bat contre Big Brain. Les actions ne sont jamais détachées du sauvetage principal. Quand Papa Jupiter tombe, les survivants de la caravane peuvent enfin rejoindre Dog. Quand Ruby emporte le bébé, elle réduit la distance que Doug doit parcourir. Quand Lizard meurt, Catherine cesse d'être sous une menace immédiate. Le montage transforme donc plusieurs combats locaux en une seule trajectoire. Ramener l'enfant vers les survivants sans laisser le clan reformer son contrôle. La dimension familiale du récit reste plus forte que le désir de vengeance. Doug tue ceux qui lui barrent la route, Brenda abat Papa Jupiter, mais la conclusion ne s'arrête pas pour célébrer ses morts. Le point d'arrivée est Catherine rendue à son père. C'est ce choix qui empêche le film de devenir simplement l'histoire d'hommes et de femmes qui paient le sang par le sang. La violence des Carter répond à une nécessité de survie. Elle est terrible, parfois implacable, mais elle reste tournée vers la protection d'une personne vulnérable. Le film ne prétend pas que cette violence les laisse intacts. Il montre plutôt qu'ils paient déjà un prix énorme pour avoir été contraints de la pratiquer. Bob incarne l'autre face de cette question. Il possède une arme, une expérience policière, une identité de protecteur. Pourtant, ce sont précisément ces signes de maîtrise qui l'empêchent de comprendre à quel point la situation a changé. Il suppose que le relais est un lieu où l'on peut obtenir des réponses. Il suppose qu'il peut revenir avec de l'aide. Son échec ne dit pas que les anciens ou les pères sont inutiles. Il dit qu'une autorité forgée dans un monde réglé ne suffit pas face à une violence qui fonctionne en dehors de toute règle commune. Lorsque Doug prend le relais, il ne récupère pas l'autorité de Bob. Il abandonne l'idée même qu'une autorité reconnue viendra résoudre le problème. Cette rupture apparaît dès que Doug voit le cratère. La découverte est l'un des moments les plus simples et les plus efficaces du film. Des véhicules sont là, abandonnés, accumulés, impossibles à ignorer. La scène pourrait donner lieu à une longue explication, à une enquête sur chaque victime, à un récit des disparitions précédentes. Le film choisit au contraire la vision d'ensemble. Doug comprend en quelques secondes que ce lieu a déjà englouti d'autres familles. Il ne gagne pas une liste de réponses. Il perd l'espoir qu'un précédent voyageur ait trouvé un moyen facile de s'en sortir. Le cratère est une archive sans nom, et cette absence de nom la rend encore plus lourde. Au relais, les coupures de journaux jouent un rôle complémentaire. Elles donnent une forme verbale à ce que le cratère montre par les objets. Des disparitions ont été racontées quelque part, dans une presse locale, puis elles n'ont pas empêché les suivantes. Le pompiste possède ces traces et vit toujours à côté de leur signification. La combinaison du cratère et des coupures relie donc deux types de mémoire, la mémoire matérielle des voitures et la mémoire écrite des articles. Aucune ne suffit à sauver Bob. C'est une manière très noire de dire qu'une société peut savoir et ne pas agir, surtout quand les victimes disparaissent loin des lieux où l'attention se concentre. Les collines concentrent cette ignorance organisée. Elles paraissent d'abord appartenir à la nature, à un territoire ancien et sauvage. Peu à peu, les indices les rattachent à une industrie militaire, à des mines, à des essais, à des lieux bâtis puis délaissés. L'horreur ne surgit pas de la nature elle-même. Elle pousse dans un espace où les décisions humaines ont laissé des corps, des déchets et des récits invisibles. Le film simplifie beaucoup ce processus, mais il lui donne une présence sensorielle. Les rochers, les tunnels et les façades factices sont les couches d'un même paysage dont on ne peut pas séparer le décor de l'histoire. Cette présence sensorielle explique pourquoi le film reste marquant même pour les spectateurs qui en contestent les excès. On se souvient de la chaleur, de la poussière, du feu visible depuis la caravane, des collines qui empêchent de voir plus loin, du village trop vide. Ce sont des éléments concrets, pas des formules. Ils continuent de travailler dans la mémoire parce qu'ils ont chacun une fonction dramatique. La poussière dissimule les pointes. Le feu attire les parents loin de la caravane. Les collines abritent les prédateurs. Le village cache Catherine et fournit un espace de combat. Le décor ne commente pas la peur, il la produit.
Une autre force du remake vient de la manière dont il ne donne jamais aux Carter un plan parfaitement propre. Lorsque la famille est bloquée, aucune solution ne paraît vraiment bonne. Rester près de la caravane est dangereux, mais partir la rend vulnérable. Chercher du secours est raisonnable, mais sépare les adultes. Attendre Bob est compréhensible, mais fait perdre du temps. Doug doit sauver Catherine, mais son départ laisse Brenda et Bobby avec une menace encore présente. Cette logique transforme les erreurs des personnages. Elles ne sont pas toujours des fautes stupides que le public peut mépriser. Elles naissent de contraintes réelles, dans un monde où l'information manque et où chaque choix sacrifie quelque chose. Cette nuance est particulièrement utile pour regarder Bob. Le film aurait pu le désigner comme le responsable absolu parce qu'il accepte l'itinéraire du pompiste. Mais il ne sait pas encore que le pompiste participe au piège. Il croit entendre un conseil de route et il veut gagner du temps. Son erreur est crédible précisément parce qu'elle est banale. La tragédie ne naît pas d'une fascination irrationnelle pour le danger. Elle naît du fait que la confiance ordinaire peut être exploitée par quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le lieu et les habitudes de passage. Doug porte ensuite la culpabilité inverse. Il a choisi la direction de l'autoroute, n'a rien trouvé et revient trop tard pour empêcher le raid. Il pourrait se reprocher de ne pas être resté près de Lynn et Catherine. Mais rester n'aurait pas garanti leur sécurité. Et personne ne pouvait prévoir la coordination de l'attaque. Le film ne formule pas ce pardon, car Dog n'a pas besoin d'être absous par un dialogue. Il avance avec cette douleur jusqu'au village. Sa décision de partir seul ne corrige pas le passé. Elle donne seulement une direction à ce qui reste de son énergie. En ce sens, le sauvetage de Catherine est moins une rédemption qu'une responsabilité assumée après l'irréparable. Le regard porté sur les habitants des collines exige également une attention éthique. Le film associe souvent leur corps déformé à leur violence, ce qui peut donner l'impression dangereuse que la différence physique est elle-même monstrueuse. Les choix de Ruby et de Papa Jupiter viennent heureusement fissurer cette association. Papa Jupiter n'est pas physiquement déformé comme certains autres, mais il est le plus tyrannique. Ruby porte les signes de son environnement tout en accomplissant le geste le plus protecteur. Cette opposition ne supprime pas le malaise possible, mais elle invite à distinguer les corps du comportement. Le monstre n'est pas une apparence, c'est la décision de traiter l'autre comme une proie. Le film aurait pu aller plus loin dans cette direction en donnant davantage de temps à Ruby, Big Brain ou à l'histoire des autres habitants. Cette frustration rejoint les critiques qui trouvent que le potentiel du décor dépasse parfois ce que l'intrigue explore. On devine un territoire plus vaste. Une famille issue d'un abandon, une communauté isolée, un pompiste complice, des victimes antérieures, une ville d'essai. Le rythme de survie choisit toutefois de garder Dog et Catherine au centre. C'est un sacrifice narratif. Il donne au film sa propulsion, mais il laisse plusieurs questions moralement riches à l'état d'esquisse. Ce compromis est peut-être la meilleure manière de situer The Hills Have Eyes. Ce n'est pas une analyse exhaustive des essais nucléaires, ni un drame social minutieux, ni un mystère qui dévoilerait complètement ces monstres. C'est un film d'horreur de survie qui emprunte à ses registres pour densifier sa course. Il fonctionne lorsqu'il fait sentir que les Carter sont piégés dans un paysage chargé d'histoire. Il fonctionne moins bien lorsqu'il croit que l'intensité d'une attaque peut remplacer tout le temps qu'il faudrait pour développer cette histoire. La distinction n'enlève rien à l'expérience. Elle aide à comprendre pourquoi le film laisse à la fois une impression de puissance et un désir de savoir davantage. L'héritage de Wes Craven se reconnaît justement dans cette capacité à utiliser l'horreur comme une agression contre une illusion de sécurité. Les Carter sont une famille en voyage, pas une équipe de soldats. Ils pensent que la civilisation est toujours à quelques kilomètres, qu'une station-service est un refuge, que les parents finiront par régler une dispute. Le désert retire ces certitudes et les remplace par une question plus fondamentale. Que reste-t-il de nous quand les habitudes qui nous définissaient ne protègent plus personne? Le remake répond sans lyrisme excessif. Il reste des liens, des promesses, des gestes de protection et parfois la capacité de faire ce que l'on n'aurait jamais imaginé faire. Doug ne termine pas le film comme un héros intact. Il porte Catherine, mais il porte aussi l'absence de Lynn. Brenda a vaincu Papa Jupiter, mais elle a perdu ses parents et sa sœur. Bobby a appris à tenir un rôle, mais il ne retrouvera pas Beauty ni la légèreté du début. Beast a survécu, sans pouvoir remplacer l'autre chien. Cette persistance du manque est ce qui donne une véritable gravité à la réunion finale. Les Carter ne repartent pas de zéro. Ils repartent avec un vide qui ne peut pas être comblé par la seule réussite du sauvetage. Le dernier regard dans les collines ajoute une dernière couche à cette gravité. Le danger observe parce qu'il existe encore, mais aussi parce qu'il reste hors du récit des survivants au moment où il s'éloigne. La caméra nous oblige à partager ce regard quelques secondes, puis elle coupe. Elle ne nous offre pas le confort de suivre les Carter jusqu'à une route éclairée, un hôpital ou un poste de police.
Cette coupure est la bonne décision. Elle laisse la famille dans un instant de survie plutôt que de transformer la fin en rapport administratif sur les conséquences. Ce qui compte n'est pas de savoir immédiatement qui écrira les rapports. C'est de voir que Catherine respire encore dans les bras de Dog. Au terme du récit, le désert ne paraît plus vide. Il est plein de présence, de traces et de silence. Les Carter y sont entrés parce qu'ils voulaient gagner du temps. Ils en ressortent, autant qu'on puisse le dire, après avoir découvert un endroit où le temps s'est accumulé autrement. Dans les voitures qui ne repartent pas, dans les coupures de journaux, dans les maisons construites pour être détruites, dans les familles qui ne pourront jamais raconter ce qu'elles ont perdu. The Hills Have Eyes garde cette idée jusqu'à son dernier plan. Ce que l'on abandonne hors du regard ne disparaît pas. Cela attend, cela observe. Et un jour, cela finit par regarder en retour. Cette dernière idée explique pourquoi le film reste difficile à oublier. Il ne fait pas du désert un royaume imaginaire coupé du réel, mais un endroit où des décisions ordinaires, des silences administratifs et la fin de quelques survivants ont fini par former un piège. Les Carter n'étaient pas préparés à ce monde, pourtant ils refusent d'y abandonner Catherine. Leur victoire n'efface ni les morts ni l'histoire des collines. Elle affirme seulement une chose très simple, même lorsqu'une famille a été fracassée, chacun peut encore choisir de protéger quelqu'un. C'est cette petite décision, plus que les armes ou les explosions, qui donne à la dernière image son poids. Doug serre sa fille. Brenda et Bobby tiennent encore debout. Beast reste près d'eux. Au loin, le désert conserve ses secrets, mais il n'a pas réussi à prendre tout ce qu'ils étaient venus chercher. Ce n'est pas un bonheur retrouvé, ni la promesse que la route redeviendra sûre. C'est le droit fragile de partir ensemble, de nommer les absents et de ne pas laisser la violence définir seule la suite. Dans ce paysage qui regarde tout, leur geste le plus radical consiste encore à prendre l'enfant, le chien et les survivants, puis à continuer d'avancer, sans savoir si quelqu'un les attend encore.